Cet épisode est présenté par Écoille. Aujourd'hui, on vous présente leur nouveau maillot Outlast Proactive, qui est un sous-maillot vraiment intéressant qui amène avec cette technologie-là. L'idée, qui est thermorégulatrice. C'est un sous-maillot qui ajuste la température de ton corps. Il absorbe ta chaleur quand il fait chaud, la restitue quand il fait froid. C'est un tissu qui est vraiment hyper léger. Idéal quand on part un peu tôt le matin puis on sait que ça va se réchauffer. Même quand il fait chaud, il est vraiment facile à endurer. Ou si vous allez monter des cols, souvent on a très chaud dans les montées, puis là, on arrive en descente. On n'a pas voulu traîner d'extra manteau, d'extra veste. Vous n'avez pas la chance d'être professionnel avec une voiture qui vous suit, mais avec ce sous-maillot-là, ça va vous permettre, le maillot il évacue vraiment vite la transpiration, donc quand tu descends, t'as encore ça qui te protège le torse et te permet de pas prendre froid dans la descente. Donc allez voir ça sur écoille.com. Ce nouveau sous-maillot-là, personnellement, je le mets pas mal tout le temps. Il va super bien dans tout le type de température, un peu plus chaud, un peu plus froid, même jusqu'à 18 degrés. Des fois, il y a un peu de vent. C'est vraiment confortable d'avoir ça en dessous de son maillot comme sous-couche. Donc, merci à Écoille pour ce nouveau sous-maillot Outlast. Allez voir ça. Si on arrive à se tenir debout, et si on a les yeux en face des trous, on invitera toutes les filles à danser entre la pédale et le braquet. Dernier épisode avant le lancement officiel du Tour de France 2025. Aujourd'hui, on va jaser des pronostics. Qu'est-ce qui s'en vient? Je pense qu'on n'a pas eu besoin de faire un retour sur le Dauphiné de Pogacar. Là. Je pense que tout le monde, il y a eu assez de coups de covering sur ça que j'ai préféré prendre une semaine ou deux de break. Dave, je pense que tu reviens de vacances aussi. T'es prêt, frais et dispo. Ouais, on est tous allés se régénérer, se cacher avant le Tour de France comme des vrais leaders de classement général. Puis là, on arrive, puis on se prépare pour 3 grosses semaines à regarder ça et à analyser ça. Yes, pour ceux qui le savent pas, on va suivre le Tour de France de très près pour tout le mois de juillet, probablement faire 3 à 4 épisodes par semaine. Vraiment, là, analyse, on va aller, j'ai une couple de copains sur place qui vont embarquer sur certains épisodes, ça fait qu'on va avoir vraiment là, un insight de tout ce qui va se passer durant le mois de juillet. Donc, suivez-nous. Pour ceux qui n'ont pas Flow Bike, malheureusement, on n'a plus la télé pour entendre Sébastien. Voilà. Donc, vous allez pouvoir l'entendre de temps en temps avec nous ici sur le podcast, avoir un peu son analyse à lui, qui est rendu avec quand même une très grande connaissance. Il n'en évite pas du tout à son premier Tour de France. Donc, voilà, suivez-nous sur toutes les plateformes, Spotify, YouTube, Apple, partout où vous voulez écouter des podcasts. Dès le lendemain matin dans l'enregistrement, vous allez avoir le retour. Donc, suivez-nous, abonnez-vous. Puis, commençons pour aujourd'hui le fameux week-end des championnats nationaux. Pour ceux qui ne le savent pas, les championnats nationaux se déroulent le week-end avant le Tour de France, pas mal partout en Occident, à part les Australiens, Colombiens là, qui ont le nationaux en janvier pour leur été. Pour les autres, c'est aujourd'hui, hier, contre la montre, des milieux de semaine. Donc en ce moment, tous les coureurs changent un peu de maillot. Il y a des beaux champions nationaux. Nous, on en a un nouveau qui est pas vraiment une surprise. On en a parlé un peu dans le podcast, le dernier qu'on a fait avec notre pote Hugo. C'est pas le maillot qu'on espérait voir. Ouais. Mais je sais pas si vous avez suivi un peu la course. Ça a été une course très difficile, je pense. Les résultats aussi. Je sais pas comment vous avez vu ce déroulement-là. Moi, j'ai seulement eu le temps de lire un peu les articles. C'est sûr, déroulement classique de championnat canadien, les pros de niveau World Tour principalement qui
qui s'envole là, finalement parce que c'est. Puis en plus, il faisait pas très beau, donc. Mais après ça, le côté tactique final, je suis moins au courant. Tu sais, je pense que Israël Prometech était en surnombre, puis il voulait s'assurer d'avoir le maillot. Puis ensuite, qui est-ce qu'il porte? C'est une autre histoire. Est-ce que ça a été les circonstances ou le plus fort? Je suis curieux de vous entendre. Quand on avait parlé à Hugo la dernière fois, tu l'as dit, David, tu sais, Israël Prometech se présentait là, c'était clair qu'il fallait rapidement qu'il attaque, c'est ça qu'ils ont fait, Hugo et Derek, c'était le plan. Il fallait pas qu'ils arrivent au sprint avec Pierre-André ou Riley, ils les auraient battus, fait que c'était clair, c'était le plan. Il faisait vraiment pas beau, il faisait froid. La seule chose que je ne sais pas, mais Hugo l'espérait. Tu le disais, Antoine, au dernier podcast, ça fait 15 ans qu'il court après. Il voulait ce maillot-là. Il y a une année qu'il a eu une bonne chance. C'est pas le scénario de course qu'il avait espéré. Derek était clairement plus fort que lui. On espérait que Derek lui laisse en quelque part, mais moi, j'ai vu la photo là, sur le podium. Hugo n'a pas l'air content, là, on va se le dire. Là. J'ai pas parlé à Hugo, j'ai pas de feedback de rien, mais c'est clair qu'Hugo devait être déçu du déroulement de la course, les derniers kilomètres. Ah, c'est certain. Puis, tu sais, c'est tellement dur, ces championnats nationaux-là. Moi, à chaque année, là, j'ai pas fait à chaque année, mais à chaque fois que j'ai fait un championnat national, pour nous, les pros, les quelques pros avec l'étiquette, là, c'est des journées, là, c'est dans les journées les plus dures de la saison, tu sais, puis c'est dur à croire, mais parce que, tu sais, dans une course normale, avec un déroulement, il y a quand même des hauts, des bas. T'es pas en effort constant, non-stop, from the start, pour gagner. Tu sais, t'as des équipiers qui vont t'aider, ou si t'es un équipier, tu fais du travail, puis un moment donné, tu te relèves. Mais un championnat national, c'est from the start. L'objectif, c'est de faire péter tous les corps morts, pas qu'il y ait une mauvaise tactique. Tu veux toujours prendre la course un peu de l'avant pour pas être pogné à devoir rentrer derrière, faire un effort pour être... Tu veux pas avoir besoin de mettre le bouton panique, c'est que tu veux essayer d'éliminer puis toujours être en position de force. Mais ça, c'est dur parce que les amateurs sont forts sur 2 heures, 2 heures et demie. Là, et, ouais, puis tu te retrouves, c'est pas un scénario de genre... C'est plus comme... le niveau est très haut, mais ça se court un peu comme une course régionale, provinciale. C'est ça, comme tu dis, stop and go. Il n'y a pas d'équipe il y a pas plusieurs équipes de 5, 6 ou même 8 coureurs chez les pros. Non, c'est ça. Donc là, c'est un peu désorganisé. Fait que tu disais là, il y a quelques semaines qu'il y a des gars qui te faisaient mal, qui travaillent 40 heures semaine puis qui te faisaient mal à la gueule. Mais finalement, pour en arriver à ce que tu te détaches à la fin, mais ouais, ça doit être tout un choc quand même pour le système. Puis aussi, on a eu la stratégie. On a eu quelques années de champions nationaux un peu décevants. Je nommerai pas de nom, mais pas professionnels. Ouais. Puis tu sais, ça, pour l'image déjà du cycliste canadien, ça donne pas une très belle image, mais parce qu'il y avait des nationaux tout plats de 3 heures. Ouais. Hey, quand il n'y a pas de difficulté, c'est pas là que les professionnels, des fois, le monde s'imagine, les pros sont tout le temps forts, on roule à 55 tout le temps, mais c'est pas ça du tout, là. Puis les amateurs, sur 2-3 heures, sont capables d'aller vite, puis le stop and go sont quasiment meilleurs que nous. C'est que j'avais un peu mis, moi j'avais mis de la pression justement dans l'organisation du Tour de Beauce. J'étais comme, si vous voulez un beau champion, mettez des bornes. Faut que la course soit au-delà de 4 heures au minimum, parce que après 3 heures, il n'y a plus un amateur qui est capable de rouler aussi vite que la première heure. T'sais, à partir de là, un moment donné, ça prend... Tu travailles 40 heures semaine, tu es capable d'être encore vraiment fort autant après 4h30. Là, tu dois pas travailler. En tout cas, moi, après 1h30 aujourd'hui, j'étais plus capable. mais c'est vrai. Puis tu sais, si un amateur gagne, c'est cool pour lui. Puis c'est très mérité. Oui. Mais le maillot comme tel, le titre de champion canadien est un peu perdu dans les circuits continentaux ou même amateurs. Là. Fait qu'on le voit c'est pas. C'est dommage de ne pas le voir. Ben, c'est ça. Là, d'avoir, on va le nommer, non, on l'a même pas dit encore, c'est d'avoir Derek G qui est le vainqueur. Après, là, c'est la pépite canadienne, c'est le coureur qu'on parle le plus. Il vient de finir 4e du Giro. C'est le cours. Il mérite 100 000 à l'heure. Je pense dans notre cœur, vous aurez compris qu'on a dans notre cœur, nous, on voulait Hugo. Oui. On voulait Hugo, même si Derek est très cool puis il mérite sa place. Hugo, il reste plus beaucoup d'années pour aller le chercher, ce fameux titre-là.
Il était fort, il était très fort. Là. J'y ai pas trop parlé, mais je sais qu'il est en très bonne forme. Ils ont une tactique de course. Il était face à un Leonard, Michael Leonard, extrêmement fort. On en a parlé justement en se voyant cette semaine, Seb, au Dauphiné, il a fait un gros numéro, l'étape que Pogačar a éclaté tout le monde à Domancy. C'est que ça a joué, ils ont été pris à jouer beaucoup de tactiques pour s'assurer qu'il allait le larguer. Puis malheureusement, quand Hugo il a réussi à sortir de Leonard, il a été pris comme 1 minute entre Leonard et Derek. Puis là, c'était de voir est-ce que Derek il a l'information, est-ce qu'il l'attend, est-ce qu'il continue de rouler, est-ce qu'il donne le championnat ou pas. Est-ce que j'arrête ou je continue? Puis finalement, il a continué puis il a gagné par 4 minutes. Ouais. Clairement, il a tordu Hugo. Hugo, il a fait une journée A1. Est-ce que la tactique aurait pu être différente? C'est dur à dire. Derek, c'est son premier championnat. Je pense qu'il va en avoir beaucoup, beaucoup d'autres devant lui, parce que tous les meilleurs sont à la veille de la retraite. Donc, mais ça m'amène à un point quand même. C'est toujours... Vous en avez parlé à l'autre épisode. Est-ce que je laisse gagner un équipier qui m'a beaucoup servi, notamment au mois de mai, au dernier Giro, mais dans les années l'année précédente aussi. Puis, est-ce que je laisse gagner ou je ramasse tout pendant que je peux? Parce que, même, je me rappelle, pour ne pas nommer Lance Armstrong, Voldemort, là, qui disait dans son livre qu'il avait laissé gagner Marco Pantani au Ventoux, je pense, en l'an 2000, là, puis qu'il n'endormait pas la nuit, puis que Eddie Merckx avait dit que tu n'aurais jamais dû faire ça, puis parce qu'il faut que tu ramasses tout, puis tu sais jamais quand une opportunité va revenir, tout ça pour dire. Fait que tu dis Derek G va gagner plusieurs autres maillots champion canadien. Moi, je me dis la même chose quand j'ai lu un peu les nouvelles. Ouais. Mais ça va-tu vraiment arriver? Il va-tu devenir un protagoniste tellement important au Tour de France qu'il ne viendra plus au national? C'est un bon point, David, parce que le désavantage des championnats canadiens, tu disais, Antoine, les championnats nationaux, c'est le week-end avant le Tour de France. Le décalage fait en sorte que les gars viennent pas. Toi-même, tu l'as vécu. Quand vous faisiez le Tour de France, que vous saviez que vous avez votre place sur le Tour de France, tu viens pas faire les championnats canadiens. Fait que Derek, si ça continue comme ça, combien il va enrouler vraiment des championnats canadiens? On ne sait pas. C'est clairement lui qui était le plus fort. On espérait peut-être qu'il y ait une entente entre les deux, mais l'autre point que je me pose comme question, puis Antoine, tu vas pouvoir peut-être répondre, tu sais, qu'est-ce que ça vaut une victoire quand l'autre te laisse gagner? C'est ça. Quand ça arrive, ça finit toujours comme ça. Même au Tour de France, deux gars de la même équipe qui, finissent l'échappée en avant. Puis là, le gars qui prend le maillot jaune à la fin tout de suite en passant à la ligne, laisse gagner son coéquipier. Puis là, même là, c'est ça qu'il y a la moitié du monde qui vont dire ça. Fait que c'est toujours... Ouais, la moitié... Sérieux, c'est combien? C'est quoi les pourcentages? C'est un très bon point. Mais tu sais, moi, je pense sur l'année... Les personnes qui vont savoir que Derek y a ordonné là, sont probablement sur l'écran ici. Là, puis tu sais, lui, tout le reste de l'année qui sont jersey, il y a personne qui va dire ouais, mais Derek te l'a donné. Là. Tu sais, ça fait. Non, je sais pas. Oui, puis donner. Non, mais, sérieusement, puis ton point du Tour de France, c'est un très bon point. Je pense là, il était dans une situation vraiment 1 minute de. Tu sais, c'est relever le pied pendant 1 minute pour le laisser le rattraper. Ouais. Mm-hmm. Sérieux, je pense que c'est bien correct. Là. Il savait-tu l'info? Est-ce qu'il se disait à quel point il savait là, Hugo, il était en train de crever derrière moi, va falloir. Il ramène Michael. Là, il dit je suis en tête, on a fait la job ensemble, exact. Ça a donné que lui il a fait l'attaque au bon. Hugo il avait attaqué avant, là, c'est lui qui a fait une contre-attaque, c'est elle qui a marché. C'était fair, là. C'était 100% fair. J'ai rien à dire contre cette tactique-là. C'est une tactique de course d'équipe. Génial. Le but, c'était qu'il gagne. Je pense qu'au briefing, c'était pas dit c'est Hugo qui gagne à tout prix. On fait tout pour Hugo. Je pense que le but, c'était de s'assurer que le maillot soit chez Israël Première Tech. Fait que là, c'est vraiment du chauviniste, je pense. Mais mettons qu'on jase. Je sais pas si vous vous souvenez, tu parles d'Eddie Merckx qui a un peu chié sur Armstrong. Il a chié pareil sur puis Boonen puis toute la gang sur Van Aert qui avait laissé Gant-Wevelgem ou E3 à Christophe Laporte. Je me souviens plus lequel des deux. Mais je pense en fait c'est les deux courses une année après l'autre qu'il a laissé à Laporte. Mais le nom, ce que Laporte a fait, toutes les autres victoires puis les performances, c'est dédié. C'est comme
Oui, Pour mais moi- c'est ça, mais pas tout le monde est obligé d'être nice comme Wout Van Aert. Là. Moi, j'adore. Mais tout le j'admire monde ça aussi. devrait. Oui. Ouais, moi aussi, Tout le je suis monde d'accord. on devrait tout être nice. Tu sais, c'était repayé 1000 fois. Tu sais, une étape la deuxième étape au Pays Basque du Tour 2023 ou 2024 que Victor l'a fait, il gagne. Victor, il fait le flyer à 1 km. T'as C'est cool, ça. t'as Benoît pour Visma qui roule pour Van Aert. Il est en bout de course, il est pas capable de rentrer. T'as Vingegaard qui tourne la patte, qui a pas donné un coup de relais, tacoup que quoi. Il est pas allé donner quand il sait très bien que là, il y a 20 étapes que Van Aert va tout donner pour lui. Il est pas allé donner un coup de pouce pour qu'il cherche la gagne. Puis c'est le relais qui manquait. Là. Van Aert, Ouais, il a échoué à côté. il meurt sur la porte, sur la fée. Ouais. Ce segment est une présentation de Chrononutrition. Parce que la nutrition, c'est vraiment crucial. Je pense maintenant, de plus en plus, on en parle. C'est le carburant. On a tellement souvent eu des feelings de jambes lourdes, de perte de concentration, le fameux bunkage. Moi-même, j'ai fait beaucoup trop d'entraînement à être mal alimenté. Maintenant, grâce à Chrono, je pars toujours avec un gel dans la poche. J'ai souvent pas aimé mettre des gels à l'entraînement, mais maintenant, avec les gels à l'érable, c'est comme un peu un dessert à chaque fois que j'en prends. Avant, c'était même mes desserts. J'ai souvent pris des gorgées de sirop d'érable après mes repas. Là, j'ai la chance de les avoir sous forme de gel. Donc, super option à jamais oublier. Partir avec un petit gel dans la poche, ça prend pas de place, c'est facile. Puis, si on n'est pas sûr de se rendre au bout, on aura toujours ça un peu dans la poche pour nous sauver. Donc, voilà. Merci à Chrono pour ces gels à l'érable qui m'ont tant manqué toute ma carrière. Ça, c'est sûr, ça reste ça. Ouais. Tu sais, t'es un équipier, même si ça reste, puis ça leur aurait tellement pas coûté cher à faire. Ouais, mais là, t'as la première étape Mais- du tour, leader. Tu sais, Vingegaard, il a laissé gagner Van Aert au chrono l'année d'avant parce qu'il pouvait. Tu sais, à ce moment-là, ouais, t'es ouais, pas ouais. risqué, puis il a arrêté de pédaler. Mais tu sais, Ouais. pour revenir à Derek, je pense que si Hugo revient, tu peux pas demander à Derek de se relever comme tu as dit pendant une minute. Si Hugo revient, Non. puis que les deux attaquent, parce que Van Aert et Laporte sur les Flandriennes, c'est ça. Les deux, ils partent ensemble. Van Aert Ouais. se relève pas, ils sont les deux ensemble. Ils réussissent à se défendre de tous les rivaux. Là, s'ils sont les deux ensemble, c'est une autre game. Là, Derek a juste été plus fort, puis je pense pas qu'il avait à fort. se relever. Puis tu sais, l'image du coéquipier qui roule pour un autre, là. Tu te souviens de Bradley Wiggins sur les Champs-Élysées pour Cavendish, là. Ouais. Il y a le maillot jaune. Ah ouais. Il n'y a pas d'affaire à aller là parce que tout ce qui peut arriver, c'est de perdre le tour s'il se fracasse. Mais en même temps, c'est gagné. Puis finalement, il décide de prendre un relais pour faire gagner Cavendish sur les champs. Je pense qu'il n'y a pas plus tu sais, nice ça, comme dévouement. Là. Ça, puis c'est pas le seul sprint qui a roulé. Non, Tu sais, c'est ça. durant ce tour-là, là, Wiggins, il a fait une coupe de relais jusqu'à 1 km. Là, tu sais. Mais ça, c'est pour moi, ça, je respecte tellement ça. Ouais, Puis je trouve ça beau à À la voir. Philippe le pourquoi faisait jamais. sur le Tour 2019 quand il avait le maillot jaune. Il roulait, je me souviens Ouais. plus c'était qui son sprinter à ce moment-là. C'était Kittel. C'était Kittel. Tu sais, il Ouais. avait le maillot jaune, il défendait le maillot jaune, puis il allait prendre des relais pour lancer le sprint. Ouais. Ah non, mais je suis 100%. Derek avait pas à l'attendre. Je pense s'il arrivait les deux ensemble, je suis pas mal sûr qu'il aurait laissé. Ouais. Là, la situation, tu sais, se relever une minute, qu'en plus, hey, pour y mettre 3 minutes, il devait en avoir en dessous de la pédale encore. Là. C'est ça le prix. Ouais. Ça fait que... non. Voilà. Ouais. Ben, très beau champion, on est content. Très beau podium. 3 World Tour. Exact. Leonard, il méritait sa place. Top 5 World Tour. C'est un championnat digne de ce nom-là. Un par un jusqu'à la 20e place. Ouais. C'est le fun de voir le Michael Leonard qui émerge. Ouais. Ouais, puis aussi au champion de Dauphiné, chrono. Ouais, parce que ça fait quand même, il a été signé très jeune chez Ineos, puis Ouais. ça doit pas C'est être beau. évident non plus. Fait que là, il est vraiment en train de. C'est beau de voir ça. Je suis très content de voir aussi le champion de Belge, Tim Wellens. Oui. C'est un coureur incroyable qui a toujours été cool. C'est un coureur agressif. Maintenant, il se dédie à 100% pour Pogacar. De voir ce maillot-là, je pense que ça va être un très beau champion. Je pense que On va le voir beaucoup sur le tour. Ouais, c'est ça, on n'a pas fini. Puis c'est un beau maillot quand même. Là. Je Ouais. pense que c'est cool ça va être cool de voir ça dans les trains de fin de montagne. Quand même. Le tour. Allons-y. On commence par quoi?
Tour de France, on commence par quoi? J'ai vraiment des notes, là. Hier soir, je me suis rentré là-dedans, puis je suis tombé un peu dans un vortex, là. J'ai écrit plein de noms, plein d'affaires. J'ai écrit plein de noms, là. Checkez ça, là. J'ai plein de pages, là, avec plein de noms. J'ai noté les 21 étapes, là. Ah ouais. Ben ouais, c'est ça. Donc, c'est basé plutôt les start lists d'hier, là. Donc, si jamais il y a un coureur dont on parle qui fait pas le tour, finalement, on se défait de toute responsabilité, là, mais ouais, il y a quand même des listes. Pour que vous sachiez, si on fait des mauvais pronostics, c'est qu'on enregistre dimanche soir, après les championnats nationaux. Donc, il y a encore beaucoup de listes qui sont pas complètes. Les équipes françaises. Parce que ça, c'est un point qu'on attend du côté. Puis, Antoine, tu l'as vécu, tu as couru au sein de l'équipe française. Ça doit être intenable l'attente pour les coureurs français parce que des fois, on connaît 2-3 coureurs par équipe, comme Thibaut Pinot à l'époque, Arnaud Demars l'a déjà décidé. Mais les 3-4 derniers, on le sait le lundi parce qu'ils attendent les championnats de France. Ça doit être intenable. Là. Le départ est samedi, puis tu apprends le lundi ou tu as de la confirmation le lundi parce que tu sais que tu es dans les plans. À un moment donné, ça doit être tough aussi pour ces coureurs-là d'attendre jusqu'au lundi. Sérieusement, c'est horrible. T'sais, moi, j'ai toujours été dans des équipes françaises. C'est tellement pas pro, c'est tellement pas une belle façon de fonctionner pour un coureur. T'sais. Le tour, c'est un grand tour, c'est beaucoup de préparation physique, mais aussi mentale. T'organises maintenant les camps d'entraînement, c'est gros, c'est big là, pour te préparer. T'sais, quand tu le sais, mais eux, la mentalité, c'est un peu la vieille mentalité d'être comme, on va tout vous garder on the edge, là, comme ça, on est sûr que vous allez performer, là, puis vous allez tout donner, là, puis on vous donne le bonbon à la fin. Mais ce que ça fait que t'as toujours des coureurs un peu des fois bâtards qui piquent au Dauphiné, un genre de Christophe Kern en 2010, qui était un très bon ami, un très bon coureur, mais des coureurs un peu under the radar, que là, ils performent comme des malades au Dauphiné ou au Tour de Suisse. Puis là, ils ont leur sélection. Là, dans une équipe française, tu scores au Dauphiné, t'es sûr que t'es sélectionné. Là. C'est ça qu'on veut voir. Le Dauphiné, il y a 3 semaines avant le départ du Tour, puis il y a 6 semaines avant la fin. Ouais, puis là, on va en parler tantôt de la fin du Tour, là, mais de manière générale, la 3e semaine, là, t'as envie qu'il te reste une coupe de cartouches. Souvent, là, mettons, scientifiquement parlant, on parle de pic, la durée d'un pic, c'est 3 à 6 semaines, mais 6 semaines, t'étires la sauce. Ouais. Donc, c'est un peu ce qu'on voit en ce moment. Là. Les listes de départ provisoires, tu as 2-3 gars par équipe française ou seulement un. Des fois même un. Comme Kevin Vauquelin qui a marché autour de Suisse, très très bien marché. Romain Grégoire, j'en oublie. Mais tu sais, ces gars-là sont comme tout seuls sur leur start list, là, de ce qu'on a vu. Puis... Toutes les autres équipes, la start list est pleine. Donc, sauf les équipes. J'ai une question, c'est ça. Les autres équipes, c'est pas mal c'était. On va en parler tantôt, là, mais. J'ai une question pour toi, je comprends qu'ils gardent au moins une place pour si on a un gars qui devient champion de France, on veut le maillot sur le Tour de France, ça a une grosse valeur publicitaire, puis on sait qu'il est en forme le gars. Mais de là à garder 5, 6, 7 places, qu'est-ce qui peut motiver ça à ce point-là, de sélectionner au lendemain des championnats de France, on en parlait tantôt des championnats canadiens, là. Les championnats de France, ça semble un peu différent comme dynamique, mais il reste que c'est un peu aléatoire quand même. T'as 15 gars par équipe World Tour. Je voyais, j'étais abonné à leur page Facebook, puis il dit voici qui fait les championnats de France, puis t'as une mosaïque de faces. T'as toute l'équipe quasiment. Toute l'équipe sauf les 3 étrangers qui sont. Fait que là, tu sais, à quel point tu te démarques nécessairement? Mais je sais même pas si c'est temps pour voir ça va être qui le champion, ou je pense pas qu'ils se basent tant sur le résultat du championnat de France, mais plus est-ce qu'il y a eu des chutes, y a-tu eu des blessés, mais tu sais, mais j'aimerais mieux me faire dire comme ok, tu fais le tour, t'arrives à une semaine avant, t'as une blessure, tu tombes vraiment malade, ça marche pas, puis on dit garde, ça marchera pas, on va mettre quelqu'un d'autre. Ouais, c'est l'inverse. Tu sais, je me suis préparé que tu te prépares, tu te dis peut-être, t'es stressé, t'essaies d'être en forme un peu trop tôt, t'essaies de te démarquer. Souvent, la cohésion de l'équipe est pas bonne. Tu sais, je me souviens, dans le temps, chez Europcar, là, c'était comme un combat interne, là, sur tous les derniers spots. C'était comme, on se battait pour être dans l'échappée, pour ci, pour ça. C'est comme, c'est pas de même, ça marche. C'est pas de même que t'as une belle cohésion, que tu bâtis vraiment de quoi. Moi, ma dernière sélection au Tour, je l'ai su le mardi soir.
Mardi soir. Tu partais samedi, genre? Je partais comme la semaine après, là, le mardi soir de la semaine d'avant. Là. Juste après le tour de Suisse. Tu sais, mais ils annoncent même publiquement aux médias. Tu sais, des fois, les coureurs, tu le sais quelques jours avant, mais tu annonces aux médias à la dernière minute. Tu sais, je sais pas pourquoi là, ils gardent ça là, à la fin pour pas se mouiller, mais je trouve vraiment que c'est pas une bonne tactique. C'est pas nécessairement bon pour l'équipe. C'est correct d'avoir des... C'est correct d'avoir des réserves. C'est correct d'avoir des réserves, d'avoir une longue liste. Je pense que toutes les équipes ont une longue liste au mois de décembre. Mais tu sais, d'habitude, au mois de mars, ta longue liste, tu devrais avoir tes 8, puis t'en gardes 2-3 comme ta coup qui arrive de quoi, mais c'est déjà prédéfini. C'est un peu comme ben là, je veux pas changer de sujet, mais tu sais, les sélections olympiques, dans des sports comme le cyclisme, que tu dis que les pics de forme sont de 4 à 6 semaines, ils sélectionnent ça 4 mois d'avance ou 3. Tu sais, des fois, t'as un gars qui marche bien sur le Giro, mettons, c'est arrivé en Colombie ou en Équateur l'année passée, ils ont une place, ils ont pris Narvaez qui marchait super bien sur le Giro, fait que Carapaz n'a même pas pu défendre sa médaille d'or olympique. Ouais. Finalement, il marchait-tu sur le tour, Carapaz? Quand même bon, il était offensif, il n'a pas gagné une étape, tu sais, il n'est pas allé aux Olympiques, mais en plus, c'était champion défendant, fait que c'est un exemple, c'est une histoire encore plus portante. Mais tu sais, on n'est pas en gymnastique ou au hockey que le gars qui a les meilleures mains ou les athlètes les plus souples vont encore être les plus souples dans 4 mois. Ils sont au pic de leur carrière. Ouais. Je sais pas, peut-être que je m'emballe un peu dans quelque chose que je connais pas, mais en cyclisme, c'est mieux de sélectionner proche. T'es mieux, je veux dire, de sélectionner en fonction de ce que tu sais, puis laisser un peu le temps aux coureurs de se préparer. Comme un mix des deux. Là. Pas trop d'avance. Puis sélectionner un coureur qui n'a pas un planning sur le Tour de France pour après aller aux Olympiques, pour moi, je pense que c'est vraiment compliqué avoir le niveau quand tu sais que tous les gars qui vont gagner ils sortent du Tour. Quand tu sors du Tour et tu réussis à bien gérer comme tes 10 jours qui suivent, là, t'as un coup de pédale là, quand tu sors d'un grand tour. Tu sais, regarde Hugo, là, son Tour de Suisse, là, il n'a rien fait là, entre le Giro et le Tour de Suisse. Puis il finit top 20 au général. Puis il était offensif, il était dans les échappées. Puis juste par la force que tu vas chercher en passant à travers 3500 km. Exact. Donc, pour ça, je pense que ça se voit encore aujourd'hui. Je trouve que c'est pas le fun pour les coureurs. Tu te prépares pas bien, tu te sens pas non plus valorisé. Je pense que c'est mieux de faire un changement de dernière minute d'un gars qui était sûr qu'il allait y aller, puis tu sais, t'es pro. Tu te fais dire, ben regarde, man, il est vraiment meilleur que toi sur les 3 derniers mois, pour la cohésion de l'équipe, etc. Ou, tu sais, des fois, il y a un coureur qui est peut-être un petit peu moins en forme, mais il a fait tous les camps d'entraînement, il est sur le même squad, il a créé tu es habitué de courir avec les mêmes gars, c'est qu'il y a un esprit d'équipe qui est là puis qui vaut bien plus cher que, mettons, le gars qui a peut-être, en ce moment, 15 watts de plus que toi. Là, sur 3 semaines, ça va être valorisé d'une autre façon, puis ça, c'est plus important. T'as raison, puis tu sais, les gars, tu sais, dans des équipes qui fonctionnent avec, mettons, une longue liste à plusieurs mois d'avance, c'est des gars qui sont probablement... Les 6 gars qui sont probablement sûrs de faire le tour, si tu regardes le gars, puis même s'il est un petit peu moins fort, est-ce qu'il est quand même très compétent dans toutes les choses pour lesquelles on veut l'amener au tour? Si la réponse c'est oui, ben, il reste dans l'alignement. T'as pas besoin de le faire stresser jusqu'à la dernière minute, là, à 10 watts près, comme tu dis. Non, mais c'est ça. Parce qu'il y a l'expérience, il y a la tactique, il y a une bonne tête, il se dévoue aux autres. Donc, en tout cas, on changera pas le monde ce soir, mais... Non. Peut-être qu'ils vont nous écouter. C'est bien d'en parler. Ouais, ils vont nous écouter. Peut-être qu'il va... Ben, Seb Joly va sûrement nous écouter, là. D'après moi, Jean-René, Vincent puis Marc, ils nous écoutent ce soir puis ils font... faudrait changer notre façon de faire. Ben, ils veulent toujours s'inspirer des équipes étrangères. C'est peut-être une autre affaire qu'ils pourraient faire. Puis c'est pas très borderline illégal. C'est très... C'est juste logique, en tout cas. Bon, ça, ben, on est d'accord. Fait que c'est quoi ton top 50, Antoine? Le GC du tour. Écoutez, mon top 50. T'as pas dormi depuis hier. Alors, en 50e place. Ben, c'est premier, je vois pas comment Pogačar l'échappe. La seule chose qui pourrait arriver pour moi, c'est est-ce qu'il va s'énerver trop tôt?
dès la 12e étape, il y a une 12e étape déjà majeure qui est tôt. C'est 12e, t'es à peu près mi-tour, là, un petit peu passé mi-tour. Puis il y a énormément de grosses étapes qui vont suivre. Est-ce qu'il s'énerve trop tout de suite? Puis Jumbo, avec une équipe forte, ils réussissent à le contrer. Mais je pense pas. Je pense qu'ils ont une équipe... je pense que UAE ont une équipe extrêmement solide, soudée. La plupart de l'équipe, là, à part Almeida, qui est de son côté d'habitude pour justement aller chercher ses victoires, qui a réussi. Là, il a gagné quasiment tous ses classements généraux cette année. C'est que là, je pense qu'il sait qu'il va autour en mode à 100% pour Pogačar, puis il n'y aura pas de quiproquo, comme on peut dire. Fait que Pog, 1. Ensuite, 2, je mets Remco. Je mets Remco parce que je pense qu'il va arriver de quoi à Jonas. Je pense qu'il est prêt, mais je pense que le Dauphiné, il a fait mal au moral. Je pense qu'il a tellement trop calculé. Puis ça va faire que lui va avoir une contre-performance. Remco finit 2, puis c'est Jorgensen qui prend le podium. Je pense que Jorgensen est extrêmement fort, puis il va avec la tête d'équipier. Il n'y a pas la pression du leader. Sans vouloir dire que... Sérieusement, je dis vraiment ça pour sortir de quoi un peu champ gauche. Parce que c'est le même podium que l'année passée. Mais ça se pourrait qu'il y ait des sous-leaders. Mais tu sais, je pense que ça, c'est possible. Puis, c'est un peu champ gauche. Je trouve que c'est le fun que de dire Poggy, Jonas, puis Evenepoel. Fait que moi, je dis Pog, Evenepoel, Jorgensen. Roglic va être en forme, mais je pense plus. Non, là, il tombera pas parce qu'il a déjà tombé. D'habitude, lui, c'est comme un abandon, puis il revient plus fort que jamais. C'est ça. Fait que cette fois-là, on est dans la fois qu'il tombe pas. Bon. Là, il était full en forme, et là, il s'est pas fatigué au Giro. Il va revenir. Il dit, là, les articles, l'équipe, ils disent que c'est pas de la chance, il croit qu'il est capable, mais moi, je pense que plus les watts des 3 fantastiques. C'est qu'il va être là, il va se rendre jusqu'au bout, il n'y aura pas de chute. Ben sûrement une en première semaine. Mais une chute pas trop grave. Il continue quand même. Il va se replacer l'omoplate. Là. Tu vas voir dans le documentaire dans un mois que genre, c'est quand même pas si pire. Il est habitué. C'est que Roglic 4 puis Skelmoza 5. Oh, ouais. Skelmoza, il a été malade, là, début milieu de saison, mais il est vraiment fort. Ils ont une équipe Trek, ils ont une équipe débile. Puis il va passer un peu inaperçu parce que Trek, ils ont vraiment amené une équipe plus sprint pour Milan. Il y a juste 3 étapes. Il y a personne pour grimper avec lui. Si je remets, là, quand il va rester 20 coureurs, il est tout seul, là, je pense. Il n'y a pas un gars qui fait top 20. J'ai une question pour le pro là-dessus, l'ancien pro, le retraité que tu es. Dis-moi tout. Est-ce qu'un gars comme ça, un outsider qui peut faire un top 5, top 10, as-tu beaucoup besoin d'un équipier? Ça a-tu beaucoup de valeur au-delà du ravitaillement, tout ça? Mettons la dernière montée, là, avec tous les super teams qui vont tous se challenger entre eux. Lui, s'il est capable, il suit. Est-ce que ça change quelque chose qu'il y ait quelqu'un avec lui ou pas? En finale, c'est une très bonne question. Sérieusement, je pense qu'avec les premiers qui vont être comme une coche au-dessus, il risque de toujours être pogné comme en mode contre la montre. Ouais. Puis avec Pogačar qui met en route tellement tôt, si ça ressemble à ce qu'on voit cette année puis ce qu'on a vu au Tour l'an dernier, toutes les dernières montées étaient en mode chrono 1 par 1 pour le top 10. Ouais. Ça fait que là, lui, il va se retrouver avec une équipe très solide pour le protéger sur toutes les parties intermédiaires parce que des étapes sprint, j'en ai calculé 3. Il y a un Thibaut Nice. Moi, je l'ai mis dans mes surprises. Premier grand tour. Fils de Sven Nys. Lui, je pense qu'il va peut-être... Il y a quand même beaucoup d'étapes puncher. Il y a beaucoup d'étapes puncher à échapper de comme 3000 et plus. Là, 3000 mètres de dénivelé et plus. C'est que entre des courses vraiment tough. Les étapes accidentées.
Ouais, ça fait que je pense qu'on va avoir des belles étapes de même ouvertes pour ce type de coureur-là. Là. Il y a comme 3-4 équipes qui sont un peu bâties pour, je pense qu'ils vont viser ces journées-là. Il y a des... J'ai noté 4 étapes que si j'étais un bon grimpeur baroudeur, que j'étais comme, OK, c'est là que ça se passe. Puis ensuite, les autres choses que j'ai bien notées, c'est ça, les sprints, je pense que ça va jouer entre 4 personnes. Il y a Tim Merlier qui a gagné beaucoup cette année. Pour moi, le number one, c'est Jonathan Milan de Trek qui ont mis leur équipe A1 autour de lui. Là. Ils ont 8 coureurs pour lui. Il a gagné au Dauphiné récemment. Une étape dure. Et puis il s'est accroché là. Il s'est battu longtemps. Là. Lui, bizarrement, il doit faire 85 kilos. Puis, c'est un Filippo Ganna. Lui, ils font la poursuite par équipe ensemble pour l'Italie. Ouais. C'est un costaud là, pour le vélo. Là. Ouais, c'est rare que tu vois des sprinteurs aussi forts actuellement sur de la poursuite individuelle sur piste ou en équipe. Tu sais, mettons, on a vu beaucoup un genre de Kittel qui a été champion ou vice-champion du monde de contre-la-montre dans les jeunes catégories, puis après ça, il en a plus jamais fait. Mais lui, il est encore actif, champion olympique ou vice-champion olympique. Puis c'est assez impressionnant la force qu'il a. Je sais pas si vous avez vu souvenir de la Ruta del Sol là, qui a quasiment battu Buitrago au sommet d'une montagne au sprint. J'ai pas vu ça. Mais en général, il se débrouille bien pour du fait qu'il y a une facilité relative en terrain montagneux. Ça fait que c'est important dans un tour de grimpeur comme celui qu'on va avoir là, d'avoir des sprinteurs qui sont capables de s'arranger que la plupart des journées qui n'ont aucune chance. C'est ce qui fait qu'ils ont une certaine fraîcheur quand ils ont une opportunité aussi. Là. Fait que c'est pas pour rien aussi que Trek ils bâtissent leur équipe autour de lui parce qu'ils savent que Milan, au-delà d'être un bon sprinter, il passe bien. C'est ça. On va voir si Philipson, je pense que c'est quasiment plus un tour pour Van Der Poel que Philipson, parce que c'est ça, il y a 3 sprints pur sprint, puis je pense qu'il va être battu cette année. Là. Cette année, il est pas... Moi, j'ai noté quelque chose d'intéressant. Parce que oui, Philipson, c'est vrai, on sait pas trop cette année, il n'y a pas vraiment de confirmation. Mais ils ont amené Appelsin de Koenig, ils ont amené Caden Groves, le road sprinter, qui toujours sur le Giro, toujours. Il a fait souvent le Giro, la Vuelta, 2 victoires d'étape au Giro, 7 sur la Vuelta. Puis ils l'ont amené, on dirait comme une espèce de police de sécurité, de dire on a Van Der Poel qui va puncher, qui va essayer d'aller en chercher une par tous les moyens, je pense, comme Van Aert d'ailleurs, en passant, peut-être. Mais d'amener Caden Groves au Tour de France, qui est jamais là, qui lui aussi, il a l'expérience des grands tours, même s'il a 26 ans, il n'a jamais fait le tour. Fait que je trouvais ça intéressant de voir qu'ils ont amené comme 2 puis quasiment 3 sprinteurs, si tu inclus Van Der Poel. Ben moi sincèrement je pense que c'est une erreur. Je sais pas si c'est la liste. Moi, la liste Pro Cycling Stats ils la mettent. J'ai pas vu leur liste officielle. Je sais pas si elle est encore sortie. Pour moi, je me dis instinctivement, je me dis que c'est une erreur parce que. Tu veux dire qu'il aurait pas dû l'amener? Ben là, amène-en un ou l'autre. T'amènes pas 2 coqs. T'amènes pas 2 coqs dans la même équipe. Non, les 2, c'est des vainqueurs. Mais c'est comme un désaveu. C'est ça que je veux dire. C'est comme Alpecin de Koenig qui dit bon, on amène Philipson parce qu'il c'est un esti de gros contrat. Il faut qu'il soit sur le tour. Puis c'est quand même à lui d'aller livrer. C'est sa job. Mais on a peur qu'elle fasse pas. Fait qu'on va amener l'autre coq. Comme tu dis, c'est sûr, c'est pas une bonne idée. Là. Mais en même temps. Après, on a vu Caden Grove avant était le poisson pilote de Philipson. Ça fait que Philipson est en forme, il a le meilleur. Il peut switcher, je sais pas. Mais c'est ça, attendons voir parce que comme vous avez dit, c'est pas la version officielle, mais je lisais des articles qui parlaient que Van Der Poel serait là avec Caden Groves puis Philipson. J'ai hâte de voir. Philipson a quand même livré sur le tour. Il a remporté 9 étapes. Sur le tour. Sur le tour, mais un sprinter, t'es aussi bon que ta dernière course. Je suis d'accord. Puis cette année, il n'a pas battu. Mais Merlier et Jonathan Milan se sont affrontés en février début de saison. UAE Tour. Les 2 autres ont gagné, lui n'a pas gagné, je suis d'accord. Mais ça serait. Mais le tour, c'est le tour. Écoute, ça serait une décision la movie star, ça, là, d'amener 2 coqs de même. Puis de dire, que le meilleur gagne. Allons nous planter.
Movistar, ils ont Henrik Mas, je sais pas ce qu'il va donner. Ah, Henrik Mas, il va faire comme d'habitude. Là. Mais si on revient au général, toi, David, c'est qui ton top 3? C'est qui ton podium? Ok, c'est à mon tour. Ah oui, ben moi je vais... Attends, je vais noter. Attends, je m'installe pour noter parce qu'on va en reparler dans un mois. Là. Ben là, on va réécouter l'épisode, là, mais on va rire de nous-mêmes. Ben oui, moi, t'as peu... Ben, ok, fait que c'est à mon tour. Moi, tu vois, j'ai mis Vingegaard comme vainqueur parce que j'ai trouvé, oui, il s'est fait assommer au Dauphiné, mais en temps, je veux dire, il était quand même pas loin. Je trouve qu'il a pas eu d'embûche dans sa préparation cette année, un peu comme les 2 fois qu'il a gagné le Tour. Ensuite, un programme de préparation vraiment dédié au Tour, un peu plus old school que Pogačar, qui a tiré toutes les barres toute l'année avec un très grand succès. Puis je crois en ses chances aussi d'aller gagner le Tour, mais je dirais Vingegaard parce que je voyais, même l'an passé, quand il était battu, là, il continuait encore à limiter les dégâts tout le temps jusqu'à concéder la victoire à la dernière journée en serrant la main à Pogačar. Fait que ça prend un gars de même pour affronter un Pogačar ultra dominant. Puis je trouve que son niveau est assez proche pour que ça arrive avec une superbe équipe autour de lui. Puis finalement, étant donné qu'il y a beaucoup d'étapes de montagne, c'est quand même un tour extrêmement difficile. Tu as touché ce point-là un peu tantôt, là. Mais je pense que, comme tu as dit, Pogačar va peut-être avoir peut-être un jour sans quelque chose. Je sais pas, sur le Dauphiné, sur le chrono, il était pas du tout là. Je sais qu'il a été dominant puis il a gagné 3 étapes, mais est-ce qu'il peut encore continuer cette domination-là pendant un mois finalement, jusqu'à la fin du mois de juillet? C'est 3 semaines. On a aussi un tour très montagneux. J'aimerais aussi que tu nous parles du fait que le premier jour de repos est à la 10e journée. Là, on s'éloigne du sujet des gars du GC. On n'a pas de misère avec ça. Attends, fini son top 10. Attends, fini après ça, je mets Pogačar deuxième. Pogačar deuxième quand même. Pour moi, Evenepoel est une coche en dessous. Puis je pense pas qu'il peut remédier à ça rapidement. Puis, par contre, je le vois, si un des 2 premiers a une mauvaise journée, il va quand même en profiter de plusieurs façons parce que c'est un bon tacticien. On l'a vu notamment à la course sur route. Il y a quand même un long contre-la-montre. Ouais. Il y a quand même un long contre-la-montre de 33 km début de semaine. Ça va quand, 5e étape. Ça, je pense que c'est bon. Moi, c'est pour ça aussi. Le 2e contre-la-montre, c'est une montée de col, mais ça reste en mode contre-la-montre. Ouais. Non, mais il est très fort, mais je le vois pas avec les 2 autres à tous les jours. C'est un peu ça que je veux dire. Mais si un des deux premiers qui a une défaillance, ben Evenepoel va sauter là-dessus comme la misère sur le pauvre monde, comme on dit. Parce que il est quand même très, très puissant. Puis moi, j'étais tout à fait d'accord avec ta prédiction de Roglic, qui va quand même être dans le coup, mais qui est plus c'est qu'Evenepoel 3e. Ouais. Parce que Roglic, du fait qu'il disait qu'il allait pas mixer son programme avec Pogačar, Vingegaard, tout ça pour faire son propre classement, puis finalement il change d'idée, je pense que ça veut bien dire ce que ça veut dire. Hein? C'est qu'il se sent prêt, puis il va être fort. Puis il y a aussi Florian Lipovic dans son équipe qui est très en forme. Donc c'est vraiment les 3 super teams. Je pense que la série Netflix va parler de ça aussi là, dans les prochains jours quand ça va sortir. Là. Il aborde le thème des super équipes, puis moi, j'ai pas pensé à un 5e coureur, mais je suis d'accord avec une genre de prédiction à la Jorgensen ou quelque chose comme ça quand même. Là. Mais je me suis pas rendu là. Landa, il est-tu là? Landa, il est-tu là pour en revenir 5e? Non, Landa, je pense qu'il s'est fait mal. Au 4e, à 1 seconde du podium, puis il demande aux gars d'attaquer à la 21e étape là, pour aller la chercher. C'est sûr. C'est drôle de moi, nous, des fois. Ouais, quand même. On aura la chance d'en parler à des épisodes récurrents à tous les quelques jours. Ouais. C'est pas mal ça que j'ai mon travail. Très beau top 4. Ouais. Okay. Très beau top 4. J'aime ton analyse. Okay. J'aime ton analyse. Sébastien. Écoute, moi je vais avec Pogačar pour gagner. Comme tu as dit, Antoine, la seule façon qu'il pourrait perdre le tour, ça serait qu'il. Tu sais, Pogačar, il est impatient. J'ai peur que les 10 premières étapes. Ben, pas que j'ai peur, là, ça m'inquiète pas pantoute, là, mais tu sais que dans les 10 toi, personnellement, oui, c'est ça. Ça m'empêchera pas de dormir, mais non. Tu sais, on aime le voir attaquer, mais pour gagner un Tour de France face à Vingegaard, qui va être quand même en grande forme, il faut que les 10 premières étapes, à part le contre-la-montre là, de 33 km, faut pas que tu sortes pour rien. Faut pas que tu sortes. Puis Pogačar, on dirait qu'il y a de la misère, puis j'ai peur que ça écoute des cartouches pour les étapes 12, 13, 14, puis la dernière semaine dans les Alpes. Mais je
je pense quand même qu'il va gagner. Vingegaard, pourquoi? J'ai l'impression que c'est un parcours qui l'avantage. Sa commotion à Paris-Nice cette année, sa chute, vous vous en souvenez l'année passée, puis il l'a dit, là, on va le voir aussi dans la série Netflix, cette année, là, ça l'a ébranlé. Là. Ça l'a ébranlé, puis j'ai l'impression que la prise de risque, elle sera pas là. Elle n'est pas revenue encore pour Vingegaard. Je pense que la commotion qu'il a fait à Paris-Nice l'a shaké encore, puis c'est peut-être là que la différence va être faite entre Pogačar et Vingegaard, c'est-à-dire la prise de risque. Jonas, il n'est pas encore capable de la prendre. Tu sais, Antoine, tu en as côtoyé des coureurs qui ont eu des graves chutes, je pense à Alaphilippe. Mm-hmm. Ils ne redeviennent pas nécessairement les coureurs qui étaient. Vingegaard, c'est pas un preneur de risque, c'est un calculateur, mais n'empêche, j'ai l'impression qu'il va lui manquer un petit quelque chose. C'est mon feeling. Ça se peut, hein, Pogačar qui son côté agressif aussi, qui peut aller chercher lui aussi des secondes un peu partout. Je parlais de Evenepoel tantôt, mais ils sont le même genre de gars. Puis on le voyait dans l'étape de Gravel l'année passée aussi. Oui. Non, mais c'est un vraiment bon point. Puis tu sais, justement, les étapes de montagne sont très tard. La première grosse étape avec dénivelé, c'est le... La 12e, quand il rentre dans les Pyrénées. Le 10e jour. Dans le Massif central. Le Mont d'Or, tu sais, il n'y a aucun premier. C'est juste des 2 puis des 3, mais il y a 4450 mètres de dénivelé. Quand tu passes le 4000, là, à un moment donné, ça rentre. Là, ça rentre puis ça devient du pur grimpage, même si tu n'es jamais dans un col de 1 heure de temps. Puis là, tantôt, tu en parlais, 10 étapes avant le premier jour de repos. Ouais. C'est quand même intense. Et moi, j'ai fait normalement, c'est 9 étapes avant le lundi, parce que le départ est le samedi. Des fois, il y a un prologue. Ouais. Souvent, il y a un petit truc de même qui rentre. Mais là, il y a un compte à montre de 33 km. Il n'y aura pas eu de grands écarts au général encore. C'est qu'il y a beaucoup plus de coureurs qui vont faire le chrono à fond. Parce qu'ils se disent, mettons, tous les gars pas pires au chrono, si on fait un échappé ou un moment donné, ils ont de quoi, sont placés pas trop loin. Je pense que 50% plus de monde qui vont faire le chrono. C'est que là, c'est comme 33 kilos, c'est l'île, il y a des petits vallons, mais c'est un genre de 35-40 minutes employés. Puis là, t'as encore 5 étapes avant d'arriver. Le mardi au jour de repos, là, c'est intense. C'est vraiment La raison pour ça, c'est que le 14 juillet est un lundi, la fête nationale des Français. Fait qu'ils ont reporté le jour de repos pour ceux qui nous écoutent et qui ne savent pas. Là. Mais on parlait avec Rudy Mollard, là, excusez, il y a quelques semaines, ou en tout cas, il y a un mois et demi, des formats de course là, du Tour qui ont changé, que les premières semaines étaient plus montagneuses qu'avant, mais là, on tombe dans un... Oui, le Tour est très montagneux, mais ça commence après 10 jours. Est-ce qu'il va y avoir... Tu sais, justement, les écarts vont être minces, il y a un chrono. On est dans un scénario plus classique de ce qu'on a connu quand on était ado, là, les années 2000, là. Puis, s'il y en a un qui va tomber, il y a tout ça. Mais ça, c'est un nightmare. C'est un nightmare pour les gars de général. À part peut-être justement Pogačar, qu'il trouve ça le fun, puis ça fait de la course qui va peut-être se nuire à justement aller chercher. Tu sais que Vingegaard va pas chercher il va pas aller gratter des secondes. Avant la 12e étape, Vingegaard, il fait rien. Il n'y a rien pour lui. Pas. Tu vas voir son casque rouge et blanc. Ouais. Il va être là, il va suivre, mais il essaiera pas de numéro. Non. Mais tu as beaucoup d'étapes tough, tu as le mur de Bretagne, puis dans le nord, là, quand tu passes en Bretagne, c'est des routes stressantes. Il peut y avoir du vent, deuxième étape. Il y a du vent, c'est plein de petites agglomérations, c'est stressant pour les équipiers, mettons, comme moi, qu'ils protègent. Les équipes un peu de sprint qui vont essayer de contrôler, c'est leur seule chance. Ça fait qu'eux sont dans le match, t'as comme un peloton qui va être on pendant 10 jours stressé avec des petits écarts. J'écoutais Geraint Thomas, il disait ça, il dit les 10 premiers jours, passer à travers ça, là, c'est vraiment pas le fun. Il y a un stress. Donc, mais tu sais, puis Remco, il va avoir, moi je le mets pas sur le podium, c'est le 3e meilleur coureur de JC qui est là. Je le mets pas sur le podium, écoute, là, je suis peut-être allé loin. Tu disais, Antoine, les 4 premières étapes, il y en a qui vont gérer les écarts parce que Remco peut aller chercher le maillot jaune à la 5e étape avec le contre-la-montre. J'ai l'impression qu'eux, ils vont gérer
au sprint et pour aller chercher le maillot jaune avec Remco à 5e étape. Puis j'ai l'impression que ça va coûter à Remco, ça. J'ai l'impression que ça va le rattraper. Puis s'il va chercher le maillot jaune, le défendre, Vingegaard et Pogacar vont vouloir y laisser un maximum de temps. Puis j'ai l'impression que ça va coûter à Remco éventuellement. Ça va lui coûter une place sur le podium. Moi, celui que j'avais mis, c'était un long shot justement parce que je voulais faire différent du podium l'année passée. J'ai mis Rodriguez parce que il est bien entouré. T'sais, il a vraiment l'expérience, il y a Ganna, il y a Kwiatkowski. T'sais, comme capitaine de route, tu peux pas avoir meilleur que Kwiatkowski selon moi. T'as Thomas qui est là, qui a déjà gagné, qui a fait les 3 manches du podium. Puis il a quand même bien roulé, rien d'exceptionnel cette année Rodriguez, mais je le mettais là, honnêtement, c'est juste pour pas mettre Remco. Ouais, mais comme je l'ai dit tantôt, le tour c'est le tour. Toute la saison se joue là, ben, puis c'est ça. Puis même chose pour un sprinter, un gars comme ça qui était tellement bon. Puis moi, Roglic, je pense qu'il va chuter encore, fait que j'ai mis Lipovitz comme 5e. OK. Moi, nice. Moi, je mets Lipovitz, bon, tu parlais de coéquipier, Lipovitz, lui, il roule cette année. Puis ma carte cachée, c'est le jeune Oscar Onley, le Britannique, 22 ans. Ouais. Lui, je le vois dans le top 10. J'y souhaite, en tout cas. C'est plus un souhait que... il vient de faire podium au Tour de Suisse, puis il a vraiment roulé... mais c'est des... Ben, c'est tôt. Faire un podium Tour de Suisse jeune avant tes débuts Grand Tour, c'est peut-être trop fort, trop tôt. Ben, c'est le feeling que j'ai, puis ça reste des courses d'une semaine aussi. Là. C'est pas un Grand Tour. Mais je le mets pas dans le top 5. Remco, je le mets 4 quand même. Mais puis je mets Lipovitz 5e. Il note tout ça, lui va aller chez le notaire avec ça. Oui, je vois qu'on signe avec DocuSign. Oui, ça commence à faire peur. Ouais. C'est des beaux pronostics. En tout cas, j'espère que les 10 jours de course sans montagne, sans grande montagne, ne vont pas briser nos pronostics, que tout le monde va ça, c'est sûr. Va se rendre. Ça part avec l'idée d'David. Sérieusement, je pense que ça va être excitant. À un moment donné, dans la première semaine. Je vais crier tout seul dans mon salon. Les gars, comme, tu sais, on n'a pas parlé, mais t'as Ayula qui ont quand même une équipe mix, t'as Baran et Uno X qui ont des équipes de baroudeurs. Ouais, ben là, fallait pas faire nos pronostics de vainqueurs d'étape comme ça, baroudeurs. Moi, je les ai faits. Moi, je les ai faits aussi. Mais là, il faut prendre nos sprinteurs, David, avant. Ah, on le pense qu'on l'a fait. Ah ouais, nous, toi, tout le monde on l'a fait. Non, mais dans le fond, moi, j'ai pas mal dit la même affaire. J'ai juste une petite note pour Bignan Guermail parce que c'est le champion sortant, maillot vert sortant, 3 victoires d'étape l'année passée. Ça passe bien la montagne aussi. Fait que je voulais juste le saluer, finalement. Puis, moi, j'ai mis dans mes notes, j'ai mis un énorme question mark parce que c'était on sait pas il a même pas réussi à gagner une étape autour de la Mayenne. Ouais. Puis Van Aert, au moment où on enregistre, il n'a pas fait le championnat national de Belgique parce qu'il était malade. Est-ce que c'est par mesure préventive? Parce qu'il n'a pas pris le départ dimanche à l'épreuve sur route. Est-ce qu'il va être là? Van Aert, il a gagné une étape sur le Giro. Au sprint, est-ce qu'il va être là, tu penses, Antoine? Il va être là comme coéquipier, mais j'ai l'impression qu'au sprint, il ne sera pas là. Moi, je pense au sprint, il va faire des top 5 pour le fun. Okay. Pour le fun, là. Puis, il va jouer des étapes qui sont pas dangereuses parce qu'il y a quand même assez une équipe solide qui va pouvoir protéger. L'ajout, je pense, un Victor Capenart chez eux, c'est quand même un beau... ça va libérer beaucoup Van Aert parce que contrairement à avant, le Nathan Van Hooydonk qui était comme leur gros rouleur, il passait pas du tout les bosses. Ben, il passait les bosses, il était fort, mais comme... Tu sais, Capenart, il reste 50 gars, il est encore là, capable de rouler. Fait que ça, c'est quand même... Avant, le rendu là, c'était Van Aert qui devait faire ce travail-là. Capenart, il est capable d'aller dans les échappées difficiles pour servir de relais. Fait que je pense que ça va pouvoir libérer Van Aert pour aller chercher peut-être plus de victoires sur les étapes de baroudeurs nombreuses. Fait que là, tous les matins dans l'autobus, il va dire I want to go for the stage. Comme dans la série Netflix. Il est comme, il est donc gossant. Mais il y en a des étapes qu'il peut gagner. En théorie, là, sur papier, il y en a plein qui conviennent. Ben oui, moi je l'ai mis dans mes baroudeurs et dans mes sprinters. Je suis comme bon. Moi, j'ai mis Alaphilippe au mur de Bretagne. Ouais, Alaphilippe, moi, j'ai écrit aussi. J'ai dit qu'il va faire un beau tour. Il y a encore le feu de Dieu, même s'il est plus comme avant. C'est poétique, ça. C'est bravo. Oui. Je crois qu'il va nous émouvoir. J'ai mis Guillaume Boivin aussi. Il fait le tour selon Pro Cycling Stats.
hier soir. Ah, non, mais ça, c'est annoncé, c'est l'annonce officielle. Il fait le tour officiellement. Ben non, j'ai voulu juste le nommer. Oui, on sait jamais. On salue Guillaume, notre bon Québécois. On va le suivre. Il va sûrement venir se joindre à nous par moment. On parlait du sprinter. Lui, il va avoir une grosse job avec Jake Stewart et Pascal Ackermann. On n'a pas parlé de Ackermann, mais les autres, Israël Premier Tech, s'en vont là pour gagner des étapes avec soit Stewart, soit Ackermann. Puis Guillaume va avoir un gros rôle à jouer. Je pense qu'ils vont essayer fort. Sans rien leur enlever. Je pense qu'ils vont être là pour faire des beaux efforts. Faut parler de Guillaume. Comme vous autres en 2016. Guillaume, je parle pas des sprinters avec qui il va être. Guillaume, il a une grosse job à faire puis il va livrer. Ouais. Après ça... Il a fait l'étape, il a fait un très beau leader de l'étape que Jake Stewart a gagné au Dauphiné. Là. C'était pro. C'était très propre. C'était très, très beau. OK, les baroudeurs, concentration. Moi, j'ai mis Deli. Deli, il y a une saison difficile, mais je pense qu'il va revenir. Je pense qu'ils ont besoin. L'auto ils ont la relégation qui le chauffe au cul. C'est que je pense que ça, à part lui, puis l'autre, là, je me souviens jamais bien de son nom. Imagine comment il est connu. Ouais. Non, Van Etveld, il est fort. Là. C'est un bon. Il est capable. Ces deux-là, c'est les deux seuls. Ils ont deux coureurs pour aller chercher quelque chose. Bonne chance. Je lui souhaite bonne chance aussi. Ouais. C'est pour les saluer, eux autres aussi. Hey, j'ai tendance à oublier que l'équipe existe encore. Oui, mais c'est ça, il faut aller vérifier. Mais c'est grâce à je pensais que Kwiatkowski était à la retraite aussi, mais j'ai vu qu'il était. Il devrait, là, mais il est encore fort. Ben, oui, il n'a pas gagné l'étape l'année passée. Ouais, mais je pensais qu'il avait pris sa retraite. Je vous fais rire un peu. Clairement, je suis dans le champ. Mais non, bon, tant mieux, ben oui, c'est un solide. Dans les étapes de haute montagne, je pense pas. Il faut venir à ça là, un peu. Les étapes de haute montagne, là, je les ai décortiquées un peu hier là, pour ceux qui connaissent les cols, qui se sont déjà pognés. Il y a des étapes, là, sérieux, dignes d'un grand tour d'Italie. Au Tour de France, d'habitude, c'est quand même toujours un peu plus subtle. Il y a des c'est dur, il y a ce qu'il faut pour mélanger, mais il y a rarement des étapes qui étaient comme, voyons donc, qu'est-ce qu'ils ont fait là? Comme on voit régulièrement au Giro. Ouais. Mais là, il y en a, là. Tu sais, déjà, il y a la 12e étape avec Otakam, que t'as le Soulard avec une descente qui est très technique, qui est très rapide, très technique. Un petit virage, on a une remontée milieu de descente, puis après ça, vallée pour Otakam, qui est un col... qui est famous juste à cause de des vieux montées, mais sérieusement, c'est un col un peu insignifiant. Je sais pas pourquoi il est populaire. Il est un peu au milieu nulle part, mais en même temps, il y a souvent quelque chose qui se passe là, historiquement. Puis en plus, c'est comme la première grosse arrivée au sommet. C'est ça. Ouais. Les gars vont se tester là pour la première vraie fois là, dans les Pyrénées. Ça va être là, c'est sûr. Puis il y a de quoi. Il y a quelqu'un qui va essayer, comme je dis, la descente. Là, le bas de la descente est super technique. On avait déjà eu un stage, un camp d'entraînement au sommet du Soulard à côté de l'Obisque. C'était génial. C'est pour l'anecdote. Voilà. Je salue les gens du sommet du Soulard. Pour ceux qui veulent planifier des vacances dans ce coin-là. Ben ouais, c'est sûr que ça va être une bonne. Donc pas de baroudeur cette journée-là. Donc clairement, les gars du GC vont puis tout de suite, le lendemain, comme on dit. Le lendemain, c'est le contre-la-montre en montée à Pérégude, qui est un col 8%, 8 km. Merci, bonsoir. Puis là, après... Et celle-là, c'est... Le lendemain, tu sais, là, dans la tête des gens, là, on est comme jeudi, vendredi, samedi, tout le début de semaine, le monde va penser à ça. Tout le monde va être cramé de le 10 premiers jours avec un lundi extrêmement difficile. Le lundi, c'est Thomas Degen qui va gagner. Oui, c'est fait. S'il était là. Un gars comme ça, une incarnation de Thomas Degen, Ouais, puis là, le mardi, tout le monde est cuit. Le mercredi, complètement insignifiant. Puis là, t'as 3 jours, les 3 jours de GC, mais là, le samedi, 4950 mètres de dénivelé. C'est 3 hors catégorie, Tourmalet, Aspin, super Pérégude. Je savais même pas qu'il y avait un super Pérégude. C'est quoi que ça veut dire, ça? C'est comme... Mais d'habitude, c'est qu'ils trouvent une rallonge en gravel. Ouais, elle, je la connais pas. C'est genre. Ou comme la piste de ski du massif de la rivière Saint-François, là, pour avoir un départ. C'est ça. Fait que c'est comme un élément artificiel en haut. I guess.
Ben, c'est comme la super planche des belles filles. Ils rajoutaient le truc en gravier. C'est que, si je me trompe pas, je veux pas dire n'importe quoi, mais ils vont arriver comme il y a un altiport en haut. Fait qu'ils font juste un pitch un peu plus. C'est pas beaucoup plus, mais ils vont juste arriver juste un peu plus loin. Fait que ils peuvent rajouter le mot super. Ouais, super. Mais souvent, pour faire ça, là, ces altiports-là, là, c'est genre des murs, c'est horrible. C'est un 500 mètres interminable. Ah oui, parce que les avions ils se posent là puis ils n'ont pas des longues pistes, fait qu'il faut que ça. Mais peut-être que je me trompe, c'est peut-être pas celle-là qui a l'altiport, mais bref, quand ils rajoutent le super, c'est souvent parce qu'ils rajoutent des fois c'est juste 500 mètres, mais ils ont rajouté ça. Fait que ils peuvent mettre là. Après ça, le lendemain, continuons. Là, on s'étire, il faut rapper ça, les gars. Okay. Le lendemain, c'est genre arrivé à Carcassonne, mais c'est lourd, là, ce coin-là. Là, il va faire hyper chaud, puis c'est des routes un peu, c'est granuleux. Il y a quand même 2400 mètres de dénivelé, mais au milieu d'étape. Fait que je pense que ça va être une journée sprint, mais il va quand même avoir un gros échappé, parce qu'il y en a qui vont y croire. C'est qu'il va avoir une longue bataille pour l'échappé. Du monde qui ont comme pas joué, des bons grimpeurs qui ont pas joué les 3 derniers jours parce que c'était trop pour le JC. Fait que là, ils ont la patte. Ils vont faire chier en plus le dimanche, là, après deux semaines, dernier jour de la semaine. La veille de journée de repos, il y en a qui ont déjà un peu débranché. Ça fait que là, t'as les gens d'Hugo Hull. Hugo Hull, il est dans l'échappée le dimanche. Avec Thomas Degen. Non, ouais, c'est ça. La réincarnation de Thomas Degen ou Hugo Hull. Ce genre de coureur-là. Exact. Ce genre de coureur. Matej Moritz, je vais être dans l'échappée le dimanche, 15e étape. Nelson Paul. Après. Ouais. Ok. Lutsenko va être là. Ok, ouais, il va être là aussi. Ce genre de gars-là. Oui, c'est ça. Ce genre de gars-là. Mais eux sont ensuite, jour de repos, il va faire chaud. Ça, c'est un facteur aussi. Là. Le jour de repos dans le sud, là. Il fait déjà chaud en ce moment. Ça cogne au jour de repos. Tu sais, t'as envie un peu de te relaxer puis d'avoir de la fraîcheur, mais t'en as pas. T'sais, c'est le fun. Souvent, des fois, on est plus justement en Pyrénées, Alpes ou Dolomites ou peu importe, puis t'es un peu en altitude. Des fois, le deuxième jour de repos, puis il fait du bien. Là, dans le coin de Carcassonne, on n'aura pas froid pantoute. Puis le lendemain, le beau Ventoux. Ouais, en passant, en se rendant dans les Alpes. En se rendant par chez nous. Ouais. Le lendemain, on passe chez nous, départ de Bolène. Dommage qu'Hugo soit pas là. C'est tout. Vous porterez attention le mercredi. C'était toutes mes routes d'entraînement, les 50 premiers kilomètres. Je connais par cœur jusqu'au col de Bordeaux. Ensuite, là, le jeudi, sérieusement, c'est dégueulasse. 5450 mètres de dénivelé, 3 hors catégorie, back-to-back. Horrible. C'est Glandon, Madeleine, col de la Lose. Mais ces journées-là, là, pour les coureurs, mettons comme moi, là, les réincarnations d'Antoine Duchesne. Ouais, c'est ça. Ce genre de coureur-là. Ouais. Ce genre de coureur-là, là, depuis le début, tu l'as dans le book, là, tu l'as vu, là, puis là, des fois, de temps en temps, là, ça fait 3 semaines, là, de temps en temps, tu vas la revoir pour te dire comme, c'est-tu vraiment ça? C'est-tu vraiment... Ah, je me souviens, mais là, ces étapes-là, là, t'es comme, ben non, comment qu'on va faire? Ils n'ont pas le droit. Mais non, c'est ça. Déjà, juste la Madeleine. C'est le pire col de ma vie, la Madeleine. Là. J'ai des amis en ce moment qui se font une semaine organisée de cols. Ils font tous les cols mythiques, là, puis ils ont une journée qui ressemble un peu à ça. Là, puis mais en vacances. Je le disais en vacances, mais quand même, ils ont des journées de 4000 mètres et plus. Là. Puis la Madeleine, c'est tellement dur ce col-là. J'ai jamais eu des bonnes journées dans la Madeleine. Mais c'est ça mon point, c'est que même en vacances, moi j'ai fait ça une fois dans les Dolomites, le Stelvio, Gavia. Le soir, t'es comme. T'imagines pas faire des courses là-dedans, puis que ce soit la 18e journée en plus, puis que le lendemain ça continue, c'est fou, raide. Ouais. Une pensée pour. Non, mais ça, cette étape-là, c'est pour moi. Ben, tu sais, c'est ça. Là, on va se dire, tout le monde va se dire, c'est là que tout s'est fait. C'est l'étape reine du tour. C'est rare qu'il y ait des 5000 plus au tour. On voit rarement ça en pas tant de kilomètres. Là. C'est vraiment un enchaînement. Là. C'est 1 heure et demie, sans arrêt de monter à côté. La Lose, pour ceux qui le savent pas, là, c'est une montagne de ski qui ont fait une piste cyclable dedans pour monter en ligne droite jusqu'au sommet. Là, ils font par l'autre versant cette année. Ils passent par Courchevel, contrairement... Ils partent par Courchevel, contrairement à... il y a 2 ans, les gens s'en souviennent, quand Pogacar, il disait à son équipe « I'm dead, I'm gone », c'est dans le col de la Lose.
mais c'était l'autre versant qui faisait. Ouais, puis là, il redescendait, puis il remontait sur l'altiport. Ouais, puis il redescendait, je pense, cette année-là, il finissait à Courchevel. Il y a une année, c'est qu'il finissait. Et ça, c'est la différence. Il y a 5 arrivés au sommet, puis il n'y a plus de gros cols, puis on finit en descente quelques kilomètres de l'autre bord. Ils finissent au sommet. C'est cool. Ça. Ouais, quand même. Moi, j'aime ça. Ça va être quelque chose. J'ai jamais monté cette fin. J'ai déjà monté jusqu'à Courchevel, mais j'ai jamais monté ce versant-là. Piste cyclable. Il est quand même piste cyclable aussi, mais je pense qu'il est plus facile que l'autre. Okay. Mais c'est sûr que c'est l'étape reine, tout ça, mais le tour peut être joué un peu avant ça aussi. C'est toujours les coureurs qui font la course quand même. C'est sûr que ça reste difficile, mais... c'est juste une défaillant, mais c'est tout le temps, si tu as un jour 100 ou un jour plus dans une journée comme ça, il peut tellement avoir des écarts, parce qu'à un moment donné, c'est 4 heures de montée au threshold quasiment. Là, sur papier, sur papier, j'ai l'impression que c'est avantage Vingegaard. Si Pogačar et Vingegaard sont dans des grandes journées, des grandes années, j'ai l'impression que Vingegaard est avantagé, mais ça reste sur papier. Le feeling que j'ai pour cette étape-là. Le lendemain... En mode pur grimpeur. C'est long, c'est calculateur. Steady. Tandis que je t'amène au lendemain, la 19e étape, c'est quoi? C'est 130 km, 5 ascensions. J'ai l'impression que 4500 mètres de dénivelé. Ça, j'ai l'impression que c'est plus style Pogačar. On tire partout, c'est pas long, puis c'est pas long en distance kilomètre, là, mais ça va être long en heure pareil. Mais tu sais, ça, cette étape-là, là, ça va être du pow-pow de tous les bords. Tu sais, tous les coureurs, les Lipovitz, que finalement, il n'est pas 5e au général. Hunley, finalement aussi, il n'a pas été capable de se rendre, mais là, que ça fait comme une semaine qu'il fait plus rien, puis qu'il porte sa croix, là, il est comme, je me sens bien aujourd'hui. C'est que c'est comme toutes les équipes, toutes les peu, les Henrik Mas, évidemment, qui va être là, parce qu'il va être 11e au général. Puis... je suis chien, sérieux. Je m'étais toujours dit que j'allais jamais porter de commentaires comme ça. C'est un très grand coureur, il est très sympathique. Ben oui, on se comprend. Mais il passe pas ses relais. Puis ça, il fait chier dans les échappées. Mais ça, là, cette étape-là, là, sérieux, puis c'est des cols qui sont... C'est des grands cols, là, mais... Il se bascule quand même vite. Puis dès le départ, là, tu pars d'Albertville. Puis là, ça a même pas l'air d'être un col, ça map, là, mais la petite montée pour changer de vallée, là... c'est un fumier, celui-là en camp. On passait tout le temps là parce que la vraie route de vallée était toujours en construction. C'est que genre pendant 8 ans, il y avait le détour. Il fallait tout le temps repasser par ce col-là. Puis c'est raide, là. T'es comme dans une route de village, de quartier, de montagne, là. Puis non, c'est vraiment tough. Puis là, le col des Saisies, c'est un classique, là. Dauphiné, Tour, on le fait tout le temps. Col des Prés, c'est l'année, là, Col des Prés, Roseland. Puis qui finissait à Tignes 2100, là, l'année là, que c'était tous les coureurs étaient frigorifiés, que O'Connor a gagné là, en 2021. Là, c'est quasiment pareil, mais ils vont faire la Plagne qui est un vrai col dur, que la montée à Tignes, c'est dur, mais t'es comme un peu en montée, c'est une montée d'autoroute un peu. Là, la Plagne, c'est quand même un col très, très dur, hors catégorie. Donc, c'est la dernière chance. Course-ça, c'est la dernière chance. Puis pour tout le monde. Oui, mais... Non, mais pas pour tout le monde, parce que le samedi, c'est vraiment dur. Mais il me semble, ça fait... Dis-moi, je me trompe, mais il me semble que ça fait un bout de temps que le classement général va être en partie fermé le vendredi, que le samedi, il n'y a pas grand-chose à faire là, pour les gars du général. Souvent, il y avait soit un contre-la-montre, soit une dernière grosse étape de montagne. Là, le samedi, ça va être, j'ai l'impression, ça va être baroudeur, puis peut-être des gars qui vont essayer des trucs, mais qui mèneront à rien. Ouais, samedi, en plus, c'est des belles routes, là. C'est comme tout dans la vallée derrière, le long du lac Le Mans. Puis après ça, qui s'en va monter dans le Jura. C'est quand même des belles grandes routes. C'est usant, là, tu sais, comme il y a 2400 mètres de dénivelé. Mais c'est beau, puis on dirait que c'est paisible, là, par là, là. Tu longes le bord de la Suisse, puis c'est la belle route. À 46 km/h dans une échappée. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ça va être un genre de Valentin. Moi, j'espère voir Valentin Madouas arriver là. Faut nommer Groupama FDJ, ces pauvres bêtes. Romain Grégoire va sûrement être là au mur de Bretagne, derrière Alaphilippe. Mais non, Valentin Madouas, je vais y écrire aussi pour peut-être qu'il embarque avec nous. Puis je vais dire que j'y ai donné au moins une étape. Ben oui, quand même. Puis, qu'est-ce que vous pensez du passage but de Montmartre pour la dernière étape?
3 passages comme aux Jeux Olympiques, parce que ça change la configuration de la dernière étape du tour. Là. L'arrivée sur les champs comme d'habitude, mais là, 3 passages sur la butte comme au jeu, ça peut gâcher plein de certains sprinteurs. Milan va passer, j'ai l'impression, là, mais... Je pense qu'ils vont tous passer parce que je vois mal une vraie course. Il y a du monde qui vont quand même un peu essayer. Mais les champs, là, c'est une carte postale, tu sais, de dire je pense que c'est plus un signe à Paris 2024. Ouais. C'est plus un salut que... C'est une bonne idée. C'est une bonne idée. C'est très beau. Parce que ceux qui pourraient attaquer Van Der Poel, exemple, est-ce qu'il va le faire? Ou s'il est avec et Philipsen et Caden Groves, ça va être quoi le call au sein de l'équipe? Parce qu'il n'y en a pas de temps rendu là qui peuvent ça va dépendre de ce qui s'est passé le mois avant. Il y a peut-être des coureurs qui vont chercher à mettre le bordel avec ça parce que ils ont besoin. Si on regarde ça à l'envers, c'est ça. Si on regarde ça à l'envers, même si les champs restent les champs, puis que c'est comme les petites photos, le champagne, puis on sprint à la fin, ça ajoute. Il y a toujours des gens qui s'échappent, puis ils croient un petit peu, j'imagine. Et là, ça mène quand même un terrain plus accidenté pour que ça arrive, qu'il y ait une échappée qui y croit vraiment, puis qui puisse faire la différence. Ah, puis de plus en plus, en même temps, les coureurs respectent de moins en moins les normes. C'est comme, il y a une course, il y a de quoi à gagner, une arrivée, c'est champ, j'en ai rien à foutre de la photo de champagne. Oui, mais la photo de champagne est faite depuis un bout de temps. Quand il rentre dans Paris, là, tu sais, de toute façon, quand il rentrait sur les champs, puis il commençait à faire les tours du circuit, ça roulait, là. Tu l'as vécu, tu sais, ça roule. Là. À mon dernier tour, j'étais en échappé pendant 3-4 tours jusqu'à un tour de la fin. Là, puis faut que tu t'emploies en sacrement pour rester devant. Ah, je me rappelle de ça, puis j'étais au chalet avec mon père, il dit « Ah ouais, Antoine, il fait le Tour de France. » Complètement déconnecté. Raté un beau mois de juillet. Ah, oui, t'as raté une bonne dizaine d'années de carrière. Bon. Hey, tout le monde, c'était génial. Je pense qu'on a fait vraiment le tour. Là. J'avais noté des victoires d'étape pour chaque étape. Mais non, là. On les fera pas. Moi, j'irais avec 2 gars à surveiller dans les échappées. Lenny Martinez, si Bahreïn, il laisse carte blanche. Moi, je pense qu'il va bien faire. Puis, le jeune Ivan Romeo de la Movistar, il vient de gagner le titre de champion d'Espagne. Ouais. Puis, sérieux, la manière qu'il roule cette année, le gars a l'air d'avoir peur de rien. Puis la Movistar, pas mon équipe préférée, mais ça leur ferait du bien d'avoir un gars de même, je pense. Ouais. Oh, il est vraiment moi, c'est les 2 gars que je mettrais là, à surveiller. Michael Woods, évidemment, en haute montagne. On le souhaite ardemment. Là. Mais, très bon, je les ai notés aussi. Mais Lenny, j'ai de la misère à le voir gagner. Ah ouais, moi, je l'avais noté aussi. Mais moi, je pense qu'ils vont peut-être Lenny le mettre... y dire essaye de faire un GC de A à Z, de le potentiel éventuel. Mais souvent, les jeunes coureurs, c'est comme c'est beau, là, t'es capable de gagner des victoires d'étape, mais là, nous, on te met 2,5 millions sur la tête pour qu'un jour tu sois un vainqueur de Grand Tour parce que Bahreïn, ils n'en ont pas. Ouais. Fait que c'est leur espoir. Je pense qu'ils ont investi beaucoup sur lui. Puis leur espoir, c'est pas qu'ils gagnent une étape au Dauphiné et à Paris-Nice, c'est qu'ils gagnent le Tour de France. Puis là, premier tour de même s'ils se disent tu vas peut-être craquer, mais essaye de faire le tu sais, c'est vraiment une chose de dire, mettons, gagner une étape en 3e semaine puis pas avoir fait le GC, c'est vraiment pas pareil. Puis ça, je pense qu'il est fort capable, mais de dire à tous les jours, surtout avec les 10 premiers jours qu'ils vont avoir, d'être concentré, d'être placé, de suivre tes équipiers, de respecter le plan, de faire attention à tout ça puis d'être en mode à tous les jours. C'est vraiment un autre game. C'est vraiment un autre game. Puis on voit, mettons, si on peut dire de Thomas Pidcock, c'est de quoi qu'il y a de la misère à rentrer dans ce moule-là. Parce que c'est vraiment pas facile. Ouais, puis Martinez, il est passé à côté de cet apprentissage-là un peu parce qu'il était parce qu'il était plus là, parce qu'il savait qu'il s'en allait. Puis, il faut encore qu'il passe par un apprentissage comme ça. Il y a juste 21 ans, Lenny Martinez, fait que c'est l'occasion d'apprendre aussi comment ça se roule un Tour de France. Hey, c'est excitant! Chapeau à tous les coureurs de classement généraux. Bon tour à tous. Allez écouter ça. Suivez-nous sur toutes les plateformes. On va jaser souvent dans les prochaines semaines. Merci les gars, puis bonne fin de soirée. Bon début de tour. Bon début de tour.